Ok, on y va. J'aime pas Avatar. Bonjour, moi c'est Alex. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle d'Avatar 3 comme vous avez compris. Avant de commencer à parler de ce troisième volet, faut que je vous dise que, bon bah ça se voit un petit peu, mais je suis vraiment très fan d'Avatar depuis le premier, depuis 2009. J'ai eu la chance à l'époque quand j'avais 15 ans de découvrir le film, enfin d'abord d'assister au Avatar Day, qui consistait en fait à venir dans un cinéma, découvrir 15 minutes ou 20 minutes, je sais plus, en tout cas un petit quart d'heure du film, découvrir la 3D et découvrir des extraits du film gratuitement. Et ça, en termes de communication, Cameron a fait quelque chose d'énorme, je trouve, parce que dans des milliers de cinémas du monde entier, les gens pouvaient venir, prendre des lunettes, assister à une méga bande-annonce et une démo technique. Et forcément, ça a attiré les gens, quelques mois plus tard, à venir voir le film. Moi, je suis allé voir le film, le premier, en 2009. Je suis allé voir plusieurs fois au cinéma. Je me suis mangé une claque. J'y suis retourné. Le deuxième, j'ai attendu 13 ans comme tout le monde. Hein. J'y suis allé 6 fois au cinéma, le voir, le 2. Bien sûr, j'ai le Blu-ray, je le regarde de temps en temps encore. Et voilà, donc ce troisième volet qui arrive 3 ans plus tard, en 2025. J'en suis déjà à 5 visionnages. Je l'ai vu d'abord en IMAX 3D, en HFR. Et je l'ai vu en Dolby Cinema, et puis j'ai fait quelques séances standards, et je compte y retourner bientôt pour le découvrir en VO, en anglais. Bref, je suis pas là pour dire que je regarde tout le temps Avatar. C'est juste que c'est pas un film. C'est pas des films. Ce sont des voyages. Ce sont des voyages, et moi qui fais des films aussi, je pense que James Cameron a été l'un des moteurs de ma passion actuelle, et depuis tout petit maintenant. C'est grâce à lui que j'ai découvert Alien. Le premier film Alien que j'ai vu, c'était le sien, Aliens. J'étais dans un vidéoclub avec ma mère, et à l'époque j'aimais beaucoup les dinosaures, Jurassic Park et tout. Là d'un coup je vois la jaquette, et je vois ce monstre sur la jaquette, et j'ai dit putain c'est quoi ça maman il a l'air encore plus méchant que le T-Rex. Ouais, je sais pas, j'avais peut-être 6 ans. Et du coup elle me loue la cassette, donc c'était une VHS, et je découvre Aliens. C'était fini. Voilà, James Cameron. Là, j'ai l'affiche qui est juste là-bas, elle est hors champ. Bref, j'ai découvert Aliens avec lui. Il m'a fait rêver, et vous aussi, avec Terminator, et encore plus avec Terminator 2, qui encore aujourd'hui, je trouve, est l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés. Il m'a émerveillé et oppressé avec son Abyss. Et bien sûr, il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps avec Titanic. Bref, ça c'était pour vous donner un peu le contexte de pourquoi Cameron est important pour moi. Et je pense que je suis pas le seul. Avant de rentrer dans les détails, je vais redire ce qu'a dit un critique ou un youtubeur, je sais plus qui, mais en tout cas, il avait raison. Si tu n'as pas vu Avatar au cinéma, tu n'as pas vu le film. Voilà, tout simplement. Ce sont des films qui sont des expériences de cinéma, c'est fait pour, c'est pensé pour, c'est prévu pour. Cameron a quand même fait équiper les salles du monde entier, juste pour son film Avatar en 2009. Il y a eu des téléviseurs 3D, il y a eu des jeux 3D, il y a eu une vague de films 3D qui ont suivi, qui n'ont jamais d'ailleurs atteint son niveau. Bref, tout ça pour dire que ce ne sont pas des films qu'on découvre sur un téléphone, une télé, même si tu as un home cinéma vraiment super high-tech, l'expérience n'est pas la même si tu n'as pas vu le film en salle, tu ne peux pas parler du film. Bon, il se trouve que c'est mon cas, et pas qu'une fois. Avatar 3, donc, j'en parlais dans ma première vidéo, là, vous avez une petite vignette qui apparaît, ma vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an, je crois maintenant, où je faisais donc Parlons technique, on parlait un petit peu donc de Avatar The Way of Water, le deuxième chapitre, on décryptait un peu ce que c'était le HFR, on décryptait un peu tous les aspects techniques du film, et on évoquait du coup en fin de vidéo la conférence D23 de Disney, dans laquelle James Cameron venait de révéler ses premiers concept art de Avatar 3, et il parlait donc du peuple des cendres, de Ash People, qui seraient donc les premiers Na'vi à être des antagonistes. On y est, ça y est. La grande nouveauté de ce film, donc, c'est ce nouveau clan de Na'vi, qui sont en fait des Na'vi qui ont mal tourné. Il nous a expliqué qu'un volcan est rentré en éruption, a détruit leur forêt, mais au lieu de déménager et d'aller vivre ailleurs, ils sont restés sur place et ils ont acquis le pouvoir du feu, comme le dit Varang dans une scène clé. Ils sont donc devenus des parias, ils sont contre Eywa, ils ont complètement rejeté cette croyance-là, vu qu'elle n'est pas venue les aider. Ils sont rebelles, ils sont très violents et ils ont des aspects un peu cannibales, j'en dis pas plus. En tout cas, c'est une idée brillante de montrer enfin
dans la trilogie Avatar qu'il n'y a pas que les humains qui sont les gros méchants de cette saga. Il y a aussi sur la planète, quelque part, d'autres navis qui ne pensent pas comme les autres et qui peuvent être agressifs et qui peuvent être des méchants aussi. Transition toute faite sur la chef de ce clan-là, la Tsahik du clan des Manquan, Varang. Varang qui est interprétée par Oona Chaplin, donc petite fille de Charlie Chaplin, hein, vous le savez, c'est dit partout. Petite parenthèse, mon actrice Jessica Herrero, qui avait joué dans mon premier film Amoureux en 2020, était sélectionnée à un festival qui s'appelait donc le Queen Palm Film Festival. Elle était dans la catégorie meilleure actrice internationale, en face de Oona Chaplin, et c'est mon actrice Jessica qui a remporté le prix. Voilà, petite parenthèse faite, je suis tellement fier que fallait que je vous le dise, trop content. Oona, dans son rôle de Varang, crève l'écran à chaque apparition. Et elle vole presque la vedette à nos héros de toujours, Neytiri, interprété par Zoé Saldana, et bien sûr Jake, notre cher Sam Worthington. Certains diront, niveau scénario, c'est toujours pareil. Pas vraiment. Avatar 1, 2 ou 3 ont des scénarios simples. Mais qui dit scénario simple ne dit pas scénario nul et qui ne dit rien. Les thèmes abordés dans les films Avatar sont tellement profonds. Les nuances qu'on peut trouver dans chacune des scènes, la famille, la cruauté, la destruction, la biodiversité, le fait que nous appartenons à notre monde et que nous devons vivre en symbiose avec lui, les actes manqués sur Terre qui pourraient être corrigés ici, tous ces thèmes généraux parlent en fait de nous. Et je vais encore citer quelqu'un dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais en tout cas, le scénario d'Avatar, finalement c'est son monde. James Cameron le dit lui-même, il a mis beaucoup de lui dans les films Avatar, les notions de parentalité, lorsqu'il a eu des conflits avec ses enfants, l'amour, la rupture, les doutes. Avatar, c'est finalement le reflet de Cameron, et c'est pour ça aussi qu'il a passé maintenant 20 ans dans cette saga et qu'il n'a pas fini, et j'espère qu'il finira, mais parce que ça lui tient à cœur de raconter tout ça, et ce sont des sujets qui sont tellement importants pour nous en fait, pour nous terriens. Bref, dans ce troisième film, on suit donc maintenant encore l'évolution de la famille Sully, notamment la perte de leur fils Neteyam, l'aîné, donc la notion de deuil, comment est-ce qu'on gère ça? On a Neytiri qui se renferme dans son racisme et dans sa haine envers les humains, en oubliant presque que Jake en était un et que ses enfants sont des hybrides. On a Kiri qui cherche sa place et qui essaye de trouver la raison pour laquelle elle existe. On a Spider qui a envie de rester avec eux et de devenir un Na'vi, même s'il ne pourra jamais l'être entièrement. On a Jake qui préfère s'occuper, qui préfère préparer sa défense, s'armer un peu plus, en prévision des humains qui vont forcément revenir. Et on a Loak qui prend la fuite un peu et qui préfère voler avec son Ikran dans les airs et revoir son frère avec lui, et refuser un petit peu de le laisser partir. Mais l'évolution la plus importante, je trouve, dans ce troisième volet, c'est Quaritch. Quaritch, forcément, premier film, il meurt tué de 2 flèches de Neytiri. Deuxième film, on croit qu'il va mourir noyé, finalement, son fils Spider le récupère et le sauve. C'est le troisième film où Quaritch est encore là. Et justement, là, je trouve que c'est le personnage qui évolue le plus dans ce troisième volet. Déjà dans le 2, lorsqu'il prenait son crâne de son ancien corps humain et qu'il l'écrasait, je trouvais ça tellement méta, tellement fort et puissant comme symbole. Il a son nouveau corps, il a sa nouvelle vie, il a sa seconde chance. Maintenant, il va faire ses propres choix et il va plus manquer. Et là, dans le troisième film, je trouve que c'est super important parce qu'il va s'émanciper non seulement de son ancienne vie, accepter sa nouvelle version de lui-même, mais surtout enclencher des actes qui vont faire de lui maintenant un Na'vi pleinement, intégrer un clan, celui de Varang d'ailleurs, celui des Manquan, et avoir un parcours un peu opposé à Jake, en miroir. Dans le deuxième, il allait dresser son Ikran, il réussissait à faire le Tsahelu, le lien, il avait son propre Ikran. Dans celui-ci, il a un peu le même genre de scène que Jake avait dans le premier film, on l'emmène dans le clan découvrir l'arbre, etc. Là c'est pareil, il se fait emmener par les Manquan vers la Tsahik, vers Varang, pour discuter avec elle. Son but, c'est de lui montrer qu'il n'a pas peur, de lui montrer aussi qu'il est perspicace, qu'il a ses objectifs, qu'ensemble ils seront plus forts, et qu'il peut lui amener ce qu'elle n'a jamais eu. Premièrement, des armes à feu humaines, en métal, très important. Deuxièmement, quelqu'un qui peut être son égal. Et là, on va faire une petite parenthèse, on va passer un petit peu en analyse filmique. On va analyser une scène, parce que analyser 3h17 entre nous, on n'aura pas le temps et vous l'avez pas non plus. On va prendre cette scène qui d'ailleurs est publique maintenant, elle a été publiée par Disney sur internet, en anglais, en français, dans toutes les langues.
l'extrait complet, quasiment, du moment où Quaritch est accueilli par Varang dans sa tente et qu'elle va le droguer. Tout d'abord, le clan des Manquan amène Quaritch jusqu'à la tente de la Tsahik, de Varang. Elle sort, elle va donc lui parler et elle va lui montrer déjà qu'elle n'a pas peur de lui, mais surtout qu'elle a le contrôle. Elle l'invite à rentrer sous sa tente et à parler en privé, et à partir du moment où ils sont entrés, rien ne va plus. On n'aurait jamais imaginé voir ce genre de séquence dans un film Avatar. Le personnage de Varang est complètement folle. Elle est complètement folle, mais elle a ses raisons de l'être. Et lui, il se reconnaît en elle et je pense qu'il a besoin d'elle. Elle a peut-être aussi besoin de lui. On est très loin de la simple confrontation physique ou militaire. On est dans quelque chose de presque intime, psychologique, dérangeant, avec une vraie tension sexuelle et une symbolique sous-jacente. Cette scène sert avant tout à approfondir le personnage de Varang. On comprend qu'elle ne cherche pas seulement à dominer ou à utiliser Quaritch, elle cherche à le comprendre et à lire en lui. Lorsqu'elle lui fait prendre cette drogue, elle lui dit « Je veux voir ton âme ». Et en effet, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va se dévoiler à elle et en fait montrer que depuis le début, il ne triche pas. Elle cherche à savoir s'il peut être quelque chose de plus qu'un simple outil humain. Et en parallèle, on découvre quelque chose de fondamental chez Quaritch, son imperméabilité, mais aussi sa claire volonté d'alliance. Voire plus, si affinité. Maintenant, prêtons attention à la mise en scène de cette séquence. Comment se place la caméra du début à la fin? Et vous allez voir que ça va évoluer. Pendant les 2 premiers tiers de la séquence, Varang est clairement en position de supériorité. La caméra la filme très souvent en contre-plongée, ce qui la rend imposante, dominante, presque écrasante. Face à elle, Quaritch, lui, est filmé de manière plus neutre et surtout en plongée. Comme s'il était pris au piège, avec elle, observé, disséqué. Visuellement, on ne peut pas se tromper, Cameron est en train de nous dire « Varang a le contrôle sur la situation ». Et puis soudain, une bascule. La caméra va commencer à changer de position. Elle vient se placer à hauteur du regard. Il n'y a plus de contre-plongée, il n'y a plus de plongée. À cet instant précis, Varang et Quaritch deviennent égaux dans le cadre. Et c'est pas du tout un hasard, parce que c'est à ce moment précis que Quaritch lui balance ceci. Alors dis-moi, de quoi j'ai besoin? De ce que tu n'as jamais eu. Un alter ego. Cette réplique est capitale, elle retourne complètement la dynamique de la scène. Quaritch n'est plus le sujet de l'expérience, il devient le miroir de Varang. La puissance globale de cette scène passe aussi par la musique incroyable de Simon Franglen, donc qui a pris en fait la succession de James Horner, paix à son âme, avec des basses énervées, avec ce rythme effréné, et cette puissance. Alors dans une salle de cinéma en Atmos, laissez tomber, c'est juste, je pense, un des meilleurs moments sonores du film. Bref, voilà, Quaritch aussi a trouvé sa Neytiri, Quaritch aussi va tomber amoureux d'une Na'vi, il en est un lui-même maintenant, il ne reste plus qu'à tomber amoureux pour lui de Pandora. Cette étape, il ne l'a pas encore vraiment atteint. Jake lui balance une réplique super percutante, je trouve. Il dit à Quaritch « Tu as de nouveaux yeux, colonel. Il serait temps de les ouvrir. » Et c'est complètement vrai. Il n'est plus le même Quaritch, il est devenu quelque chose d'autre. C'est son clone, ok, il a ses souvenirs, ok, il a sa mémoire, mais ce n'est plus cet individu. Cet individu est réellement mort. Il faut qu'il arrive maintenant à s'en affranchir et à devenir quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un de meilleur, pour l'instant, c'est encore nuancé, mais on s'en approche. Bon, après cette petite analyse filmique de cette scène en question, je pourrais la faire sur tout le film, on pourrait analyser tellement de choses, tellement il y a des choses à découvrir, et moi qui l'ai déjà vu plusieurs fois en salle, je sais que je vais y retourner, et je sais que je vais encore découvrir des nouvelles choses, parce que, purée, mais ça fourmille de tellement de détails dans chaque frame, et la 3D apporte encore plus une autre dimension à tout ça, parce que c'est par plan. On a quelque chose qui se passe au premier plan, puis au second, puis au troisième, puis l'arrière-plan. Il y a toujours quelque chose à regarder, un détail qui a son importance, ou pas. Mais en tout cas, n'importe quel endroit où tu poses tes yeux dans chaque image, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est tellement poussé, c'est tellement riche, que vous ne pouvez pas être indifférent. Vous ne pouvez pas être indifférent. Dans ce troisième film, j'ai remarqué que la 3D est légèrement moins
démonstrative ou moins profonde. Je sais pas quel terme employer, mais en tout cas, elle est moins poussée que dans le second volet et encore moins que dans le premier. Mais ceci apporte un confort de visionnage qui n'avait pas encore été atteint jusqu'ici. Franchement, 3h17 m'ont paru 1h30. J'ai pas vu le temps passer. Je le vois pas passer à chaque fois que je le revois. Et c'est agréable à regarder, c'est agréable à... C'est pas un film, c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième et troisième volet sont un seul et même film. C'était un seul scénario à la base. Forcément trop long de montrer 6 heures de film au cinéma. La première version faisait d'ailleurs 9 heures, il paraît. Donc, bien sûr, ils ont fait le choix de couper en deux, de sortir ce gros film en 2 parties. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a quelque chose des fois qui se ressemble de l'un à l'autre, mais c'est vraiment un seul et même film. J'espère un jour qu'on pourrait avoir une version collée ensemble, une version extra director's cut, je sais pas, mais ça serait super intéressant d'avoir ce film complet d'une traite. Ce nouveau chapitre d'Avatar est un pilier central de la saga Avatar et il aborde des thèmes qui n'avaient pas encore été abordés avant et il prend des risques et il montre des choses neuves et purée, ça fait plaisir. Mon avis final, pour être honnête, je pense que ce nouveau chapitre d'Avatar est encore meilleur que le précédent. Varang est un ajout incroyable, c'est une antagoniste exceptionnelle. Un peu trop sous-exploitée, j'espère qu'on pourra la voir dans le 4e, encore plus profondément. J'espère même qu'on pourra avoir, je sais pas, une bande dessinée ou un animé qui nous montrerait un peu son parcours et ses origines. Le développement de Kiri et de Quaritch sont remarquables. Visuellement, c'est toujours une référence absolue et c'est à ne pas manquer en salle, donc courez-y. Et comme je l'ai dit, malgré sa durée, le film ne cesse de se redécouvrir séance après séance. C'est exactement le genre de film qui est fait pour prouver que les films se regardent en salle. Ce genre de film justifie l'existence même du cinéma. Avatar 3 prouve que James Cameron n'est pas seulement un technicien de génie, mais surtout un immense conteur. Un réalisateur qui continue film après film à repousser les limites du médium et à me rappeler pourquoi j'aime autant le cinéma et pourquoi j'ai voulu en faire aujourd'hui. Le mot de la fin, est-ce que finalement Pandora ne serait pas l'avatar de notre planète Terre ? Bien, on va se quitter avec la bande-annonce de mon film Redbird qui sort le 7 janvier. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, comme ça on peut parler un petit peu d'Avatar dans les commentaires, ce serait sympa. Mon Instagram s'affiche juste ici. Bon, j'ai pas 400 millions de dollars pour faire un film de l'ampleur d'Avatar, mais j'ai fait un film récemment qui s'appelle Redbird. N'hésitez pas à venir le voir si un cinéma le joue à côté de chez vous. En tout cas, c'était un plaisir de parler de cet univers. C'était Alex. Ciao, ciao! Réalisé par Alexandre Laugier, Thomas Habibès et Oussama Dili. Quand est-ce qu'on va agir? C'est notre boulot! Se battre pour la vérité ou mourir dans le mensonge. Redbird, le 7 janvier au cinéma.